Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du 22 janvier 2020. C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour cette émission. As usual, Dridi. Bonjour. Un petit nouveau, Max. Bonjour à tous. Aurélien. Bonjour à tous. Et bien sûr, Thomas. Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, des petites news mercato avec évidemment les news extraordinaires d'Aurélien. Ensuite, une petite rubrique qui va changer d'habitude avec les hauts et les bas du week-end dernier, de la semaine dernière. Ensuite, un petit débat sur notre bonne vieille Ligue 1. Est-ce que c'est devenu un petit peu le centre de formation de l'Europe au détriment de notre championnat? Ensuite, les matchs à voir du week-end. Et évidemment, on va finir par le quiz. On commence donc par les news mercato. Les news mercato et enfin une recrue pour l'OL. Le Camerounais Karl Toko Ekambi arrive en prêt de Villarreal jusqu'à la fin de la saison. Cette année, Karl Toko Ekambi, c'est 18 matchs, 6 buts et 3 passes décisives avec Villarreal. Est-ce que c'est la bonne recrue offensive pour les Gones? Si ça avait été une option d'achat obligatoire à la fin de la saison, je t'aurais dit non. Mais là, vu que c'est non obligatoire, je te dis que c'est plutôt pas mal. Maintenant, reste à savoir à quel poste il va jouer. S'il va jouer sur un côté gauche ou en pointe, même si je pense que pour moi, Lyon a besoin avant tout de latéraux et d'un milieu de terrain. Parce que je pense qu'en attaque, tu as potentiellement une doublure de Dembélé et Gouiri, qui est très très bon. On parle beaucoup de Cherki, on en parlera après, je pense. Et sur les ailes, tu peux éventuellement avoir un Ryan Cherki. Donc je pense que le fait que ce soit non obligatoire renforce cette idée que ça peut être un bon coup, mais après, à voir. Est-ce que ce serait pas aussi pour préparer un peu, on va dire, le départ de Dembélé, mais d'ici la fin de la saison aussi? C'est une question, le prêt d'achat. Sans doute, oui. Sans doute. Voilà, il est pas obligatoire, mais bon, on sent les dernières rumeurs mercato font état d'un départ vers Manchester United ou en tout cas en Angleterre, sachant que Moussa Dembélé aime beaucoup ce pays pour avoir bien explosé à Fulham, puis au Celtic. De toute façon, comme Dridi l'a dit, c'est vraiment des ailiers qu'il fallait à ce Lyon. Bon, une doublure pour Moussa Dembélé, pouvait faire confiance. Il peut jouer sur un côté aussi, mais... Ouais. Est-ce qu'on peut pas aussi imaginer les deux en même temps? Parce que finalement, moi, je trouve que c'est complémentaire. Parlons-en à Rudy Garcia. Non, parce que Toko Ekambi, ça reste quand même un joueur d'espace. Dembélé, faudrait que Dembélé fasse le jeu. Et là, non. Et c'est surtout, moi, je les vois pas. Que jouer à deux attaquants à Marseille, il l'a fait, mais parce qu'il était vraiment obligé. Il était dos au mur. Rudy Garcia? Oui, Rudy Garcia. Mais en aucun cas, je pense qu'il va repasser en 4-4-2 ou il va rester avec son 4-3-3. Il est très bien avec ça pour l'instant. On verra du coup s'il arrive à performer à Lyon. Ensuite, Olivier Giroud se rapproche de plus en plus de l'Inter Milan. En manque certain de temps de jeu à Chelsea, barré par Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Il espère sûrement retrouver un temps de jeu convenable en perspective de l'Euro 2020. Donc, est-ce que ça va lui permettre du coup d'être titulaire à l'Euro 2020, Olivier Giroud? Déjà, quand on voit les dernières déclarations de Didier Deschamps qui estimait qu'il pouvait le retaper grâce aux matchs amicaux, même s'il ne jouait pas à Chelsea. On se doute que s'il joue un peu plus à la manière de ce qu'il a fait avec Chelsea justement l'an dernier avec l'Europa League, on se doute qu'il sera bien présent, ça c'est sûr. En plus, Conte, il le connaît, il l'a déjà eu à Chelsea, c'est le type de joueur qu'il aime. Je pense qu'il sera plus le remplaçant de Lukaku que de Martinez. Donc je pense. Après, ça va aussi dépendre de la campagne d'Europa League de l'Inter, parce que si ça arrête brusquement, là, les titularisations, va falloir peut-être les compter sur les doigts d'une main. Et le plus gros transfert en termes de chiffres vient du Real Madrid pour changer. La lubie qu'a développé Florentino Pérez pour les petites pépites brésiliennes, elle a continué ce mercato aussi avec le milieu offensif de Flamengo, Reinier Jesus, qui devrait arriver mi-février à Madrid. Le montant du transfert s'élève à environ 30 millions d'euros. Est-ce que, pour ceux qui l'ont vu jouer, est-ce que c'est vraiment une future star du football mondial? À l'heure actuelle, au Brésil, Max confirmera peut-être, mais il y a deux pépites, c'est le Reinier et Rodrigo Goss, qu'ils ont déjà. Donc c'est une vraie pépite. Après, il faut savoir qu'il y a une spécificité au Real Madrid qui travaille très très bien sur les Brésiliens, sur le marché brésilien notamment. Il a des hommes de confiance, Florentino Pérez, qui se débrouillent vraiment super bien. Je crois que le seul peut-être qu'il a loupé, c'est Arthur. Et encore. Peut-être Neymar aussi.
Oui, bah justement, c'est justement ça. Depuis qu'il a loupé Neymar, tu sens que il y en a 3 qui fait un jongle. C'est ce que j'allais dire. Il est pas loin, il rôde, il veut pas louper Neymar. Après, c'est aussi un peu le football moderne où tu sais pertinemment que là, encore une fois, il a joué quoi, même pas 20 matchs, je crois, de mémoire, 35 millions d'euros. S'il vient en Europe qui cartonne, bah tu sais déjà que ça va être 100, 120, 130, 140. Ouais, mais c'est prématuré. Donc là, oui, c'est très prématuré. Mais le but, c'est de le faire jouer avec l'AB. Hein. Oui. Alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Flamengo, c'est un club qui, il y a quelques années, a passé par d'énormes difficultés financières. Ils ont été à 2 pas du dépôt de bilan. Et donc, maintenant, ils travaillent beaucoup mieux. Et justement, ils travaillent aussi à capitaliser énormément sur leurs jeunes talents. C'est pour ça c'est pas seulement le Real qui va mettre 35 millions, c'est aussi Flamengo qui l'a très bien vendu. Nous, on l'a vu régner, il est rentré en deuxième mi-temps de la finale de Libertadores. Il a aussi changé les choses. Ça se voit que c'est un gamin qui peut avoir un vrai impact sur le jeu. Évidemment, voilà, avec la stratégie du Real de le laisser grandir tranquillement, de l'incorporer petit à petit à l'équipe première. Je pense que au final 35 millions, comme tu disais Dridi, au vu de ce qui coûtera probablement dans les années à venir, c'est plutôt pas mal. Oui, donc finalement peut-être un bon coup pour le Real Madrid, on verra ça à l'avenir. Ensuite finalement, Chicharito quitte l'Europe. Le joueur passé notamment par Manchester United et le Real Madrid va rejoindre son compatriote Carlos Vela en MLS à Los Angeles. Non pas au Los Angeles FC, le club de Carlos Vela, mais bien au Los Angeles Galaxy, et va rejoindre notamment aussi son compatriote Jonathan Dos Santos. Donc peut-être retraite anticipée un petit peu pour Chicharito malheureusement. Ça fait quelques années maintenant qu'il enchaîne les clubs à moyenne ambition, donc je pense que c'est une belle fin de carrière pour lui quand même. Moi je me souviens surtout évidemment son époque à Manchester United où il était juste fantastique. Je me souviens d'un but face à Chelsea où David Luiz avait été encore impeccable. Mais c'était un super joueur. On va parler de David Luiz d'ailleurs. Entre guillemets, c'est dommage, mais j'avais l'impression qu'il avait perdu cette envie aussi bien à West Ham que même à Séville. Donc... Par West Ham, il faut l'avoir l'envie. Hein. C'est compliqué. Le problème, c'est que la majorité des buteurs à West Ham ont toujours des difficultés depuis quelques années. C'est le club qui est en difficulté. Pourtant, l'équipe est pas sur le papier, elle est pas moche. On regarde. Mais bon, ça. La majorité des joueurs qui ont en difficulté à West Ham. Oui, mais les buteurs ne dépassent jamais les 10 buts dans l'ensemble depuis quelques années. Ouais, c'est la malédiction West Ham, t'en parlais dernièrement. Donc voilà, c'est un peu tout pour les news mercato. On va passer aux news extraordinaires d'Aurélien. Vas-y. Allez, mon frère, ce héros. Nous connaissons tous Antonio Donnarumma, frère de Gigio, accusé d'être un emploi fictif au sein du Milan AC. Mais je suis là pour établir quelques vérités, dont la suivante. Mon cher Antonio est un bon gardien, la preuve en statistiques. Grâce à une nouvelle clean sheet face à la Spal la semaine dernière, Antonio a donc disputé 3 matchs sans encaisser le moindre but. Bon, ça j'aurais quand même trouvé un club où être titulaire quand même. Hein. Lewis ne perd jamais. Celui qui a la référence est un grand homme. Ancien grand espoir allemand, Lewis Selby parcourt dorénavant les pelouses de Championship. Arrivé libre l'été dernier à Blackburn, le brave Lewis vient de se signaler ce week-end en marquant un doublé et permettant aux Rovers de l'emporter 5-0 face à Sheffield Wednesday. C'est la plus grande victoire du club depuis 2001 et un 7-1 face à West Ham. D'ailleurs, finalement, c'était pas préparé, mais bon, on aime bien parler de ce club. À l'époque, d'ailleurs, le club du Lancashire avait même remporté la League Cup. 2001, bon, moment de nostalgie. Bref, Papy refait de la résistance. Je sais, je me répète sur les titres, c'est le même que la semaine dernière, mais c'est pas à cause d'Alzheimer. Ezeldine Bahader, 75 ans, vient de signer un contrat dans le club de la ville du 6 octobre en 3e division égyptienne. C'est le vrai nom de la ville. Elle s'appelle la ville du 6 octobre par rapport à la guerre du Kippour. Sa licence a été validée par la fédération et il va devenir le joueur le plus actif le plus âgé du monde. Sachez quand même que l'année dernière, l'Israélien Isaac Hayik a disputé un match dans son intégralité à 73 ans et 95 jours avec le Maccabi Ironi. Eh oui, c'est bien. Qui très bien trouvé. Papy refait de la résistance, c'est vrai, à part après celui qui a inspiré Olivier Tom, dont tu nous avais parlé il n'y a pas longtemps. Donc, putain, c'est bien de voir des personnes assez âgées continuer dans le foot professionnel. On peut se lancer, hein. Finalement, on a quoi, que 43 ans de retard. Hein. Je joue à la Ligue des Champions à cet âge. On a tout le temps devant nous, donc c'était les news extraordinaires d'Aurélien. On va passer au haut et au bas du week-end. Et oui, les hauts et
et les bas du week-end. On va commencer par Thomas qui veut nous parler de la commémoration du décès malheureux d'Emiliano Sala il y a un an. Et oui, c'était le 5 décembre 2018 que Emiliano Sala marquait son dernier but lors de la confrontation Nantes-OM, donc la victoire de Nantes 3-2. Après, le business l'a emporté, donc on lui a prié de quitter Nantes pour près de 17 millions, et cet événement a dévasté la Ligue 1. Cela nous permet également de nous rappeler que derrière chaque homme, il y a une famille, parce que cette famille a tout fait pour que les recherches se poursuivent. Et aujourd'hui, je veux mettre en avant le geste qu'a fait le club de Nantes. Donc, Salah a toujours rêvé d'être sélectionné en équipe nationale, et pour cela, Nantes a fait un maillot, donc une sorte de blanc et bleu, donc couleur de l'Argentine. Couleur de joli, l'Argentine. le reste, hein. Exactement. Ça a tellement marché que le site a bugué. Mais au-delà de ce maillot, il faut expliquer que l'argent récolté par la vente de ces derniers sera offert aux deux clubs formateurs d'Emiliano Sala. Donc je pense que Maxime va m'arracher la tête avec mon accent. Donc les deux clubs, c'est Club San Martin de Progreso Je vais t'arracher la tête si tu m'appelles encore Maxime. et Proyecto Crescer. Oui, ça passe. c'est pas mal. Du coup, toi Max qui connaît très bien l'Argentine, est-ce que ça a vraiment été un choc en Argentine, le décès d'Emiliano Sala ? Oui, ça a été un choc. Ça a été un choc surtout parce que les footballeurs argentins qui sont en Europe, ils sont forcément très suivis. On a beaucoup cette culture de vouloir vendre des joueurs. Enfin, pas forcément d'ailleurs de la part du public ou des supporters, mais c'est plutôt cette culture au sein même des joueurs. Il faut aller en Europe. Et donc, c'est vrai que pour les familles, les joueurs qui vont en Europe, ils passent un cap, ils réussissent. C'est très compliqué pour les petites communautés que sont ces familles dans ces petits clubs, ces petites villes d'Argentine. Ouais, c'est bien, c'est des moments de rassemblement comme ça qui fait du bien avoir avoir son père dans en le plus football. qui est mort pas longtemps après. Ouais, absolument. Ouais, c'est plutôt terrible. On va rester en Ligue 1 avec Dridi qui va nous parler on va parler de deux grandes pépites dans ces hauts et ces bas. On va commencer par la petite pépite de Lyon, Ryan Cherki. Ouais, Ryan Cherki. Bon, alors, pour ceux qui suivent les nombreux twittos lyonnais, oui, parce qu'ils ont une belle. Pour le coup, là, honnêtement, sur Twitter, je vous la recommande vivement. Il y a vraiment des tweetos spécialisés sur Lyon qui sont vraiment très pertinents et ils suivent justement leurs pépites et ils se trompent très rarement. Donc, lui, ça fait longtemps qu'il était suivi finalement, qu'on le connaissait. Donc pour ceux qui le découvrent, je pense que là vous avez découvert un excellent joueur, capable d'éliminer, très intelligent dans le jeu. On parlait il y a 2-3 ans d'Ousmane Dembélé, s'il ne savait pas s'il est droitier ou gaucher. Il y a des personnes qui regardent le match de Ryan Cherki en pensant que il est gaucher alors qu'il me semble qu'il est droitier, et il est ambidextre, il est juste fantastique. Hier, Rudy Garcia ne l'a pas aligné en tant que titulaire, il n'aime pas faire entrer en jeu. Mais contre Lille en demi-finale de Coupe de Ligue. Ouais, c'est quelqu'un qui aussi, au niveau de l'entourage, on en dit du bien. C'est quelqu'un de plutôt posé. C'était une vraie bataille, notamment pour Aulas cet été, de le faire signer, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un club espagnol qui le voulait, le Real Madrid, qui avait proposé une grosse somme d'argent, y compris Manchester United. Bref, tout le monde se l'arrachait. Et lui, je pense que ça sera vraiment le gros transfert de Lyon dans les années à venir, et je pense qu'on sera pas loin du 100 millions d'euros, honnêtement. Voire on dépassera même peut-être ce cadre-là, parce qu'il est juste phénoménal. Ouais. Phénoménal. Tu veux qu'on fasse le Fred Hermel challenge? Non, mais alors là pour le coup, lui il est très 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 fort, et pour le coup tous les recruteurs disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc moi j'écoute les spécialistes, j'ai regardé aussi quelques matchs qu'il avait fait en jeune. Il faut savoir qu'il avait déjà rencontré Nantes il y a 9 mois. Il avait mis de mémoire un doublé, mais avec les U17. Les U17, il avait 15 ans. Là il a 16 ans, il est en pro. Est-ce qu'on peut voir une trajectoire semblable à celle de Kylian Mbappé ? Ah ouais, je pense. Je pense honnêtement. Ou peut-être Karim Benzema. Ouais, Karim Benzema. Il est plus Real que Barça. Mais s'il y a après... des fans du Barça qui nous regardent, qui nous écoutent. Après, j'ai envie de dire attention à ce qu'il n'ait pas un parcours à la Ben Arfa. Parce que Ben Arfa, déjà, encore une fois, il était très suivi. On voyait que l'entourage, alors c'est pas qu'il n'était pas bien, c'était tout simplement qu'il n'était pas peut-être professionnel. C'est-à-dire dans la remise en question, lui pour le coup il l'est. Et encore une fois, Ben Arfa, c'était, pour moi, dans la génération 87, c'était pas le plus fort Ben Arfa, même si je sais que ça va en faire hurler certains, parce que balle au pied il était très bon, mais sans le ballon il était
pas très bon, Il justement. était inexistant. Dans ses déplacements, dans ses courses, fallait tout revoir, tout travailler. Et Johan Cruyff l'a d'ailleurs très bien dit, un footballeur en moyenne n'a le ballon que 2-3 minutes, le reste c'est sans le ballon. Donc ce qui compte, c'est aussi son jeu sans ballon. Et le jeu sans ballon de Ryan Cherki, son intelligence de jeu, elle est déjà juste top. On parle d'une pépite française, on parlait d'une pépite norvégienne, Erling Haaland qui... Holland. Holland. On dit Holland. Ok, Erling Haaland. Il y a une espèce d'accent sur le... Erling Haaland qui, pour son premier match avec Dortmund, rentre en jeu, il claque un triplé. Voilà, à peine ça. Donc, savez-vous, j'allais dire, tu m'as un peu spoilé, mais j'allais dire, connaissez-vous le point commun entre Paoletta, André Silva, Ademar, Martin Fennin et donc Eric Holland? Eh ben, c'est autant de noms qui ont réalisé un triplé lors de leur premier match avec leur nouveau club. Bon, avec des expériences différentes. André Silva à Séville, voilà. Voilà, Ademar et Martin Fennin ne serait-ce. Donc Ademar c'était à Stuttgart et Martin Fennin à l'Eintracht. Par contre, Paoletta, à Bordeaux, c'était quand même quelque chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas titulaire au coup d'envoi. Il est rentré à la 56e où Dortmund était en train de perdre 3-1. Et en 11 minutes... Holland a calé un triplé retentissant, repart avec le ballon du match et on est vraiment en train de se dire ok, Salzbourg, c'était un petit club, c'est le championnat autrichien, mais il y avait ses performances en Champions League, mais faut quand même se douter. Bon, là, il arrive dans le championnat d'Allemagne et il met ce triplé. Je rajoute quand même un petit bémol pour avoir vu quelques buts. Je sens que Dridi, pour avoir vu le match, jouer le hors-jeu dans les 50 mètres de je pense qu'on a vu le même. Ce match, c'était n'importe quoi défensivement, il n'y avait rien qui allait. Ah ouais, non, mais on a déjà vu des tentatives de marquage mieux réussies dans des divisions régionales. Mais bon, ce genre, voilà, le 5-3, donc Dortmund a fini par l'emporter. Ce genre de match, c'est ce qui fait aussi la beauté du championnat allemand, qui en a un peu que faire de la défense et qui laisse tout la parole à l'attaque. Moi, je commence à avoir une seule hâte, c'est que ce brave Eric rencontre un club de la région parisienne. Est-ce que le PSG peut trembler pour les huitièmes de finale? On verra ça en février. On va passer à un autre top de Max avec le stade Diochon de Rouen. Et oui, alors comme un bon Rouennais que je suis, je vais parler du stade de Diochon, qui est donc l'antre du FC Rouen, et c'est un stade qui a été inauguré en 1914 sous le nom du stade des Bruyères, renommé en 53 du nom de Robert Diochon, à l'époque président emblématique du club. Il est ensuite rénové en 2003 puis en 2017, et il comporte aujourd'hui 12 000 places, et ce week-end, il a à nouveau pris vie, le stade Diochon, comme lors des grandes époques du FCR, lorsque le grand OM de tapis venait en Coupe de France en 93, ou lors de son record d'influence contre Saint-Etienne en 1977, 23 000 spectateurs. Donc pour l'avenue d'Angers, en Coupe de France, en 16e de finale, le match s'est joué à guichet fermé. Des gens étaient même devant le stade dès 15h pour pouvoir entrer dès l'ouverture et avoir une bonne place, puisque c'était placement libre. Et tout cet engouement, c'est pour un club de National 2. Donc ça nous rappelle l'importance du FC Rouen en Haute-Normandie. C'est un club qui a connu 3 dépôts de bilan dans son histoire et qui a donc un historique de mauvaise gestion, mais c'est un club qui respire le foot, qui a de vrais supporters, une grande et belle ville pour le soutenir. Et si Diochon c'est mon top du week-end, c'est parce que il s'est transformé en chaudron pour ses Diables Rouges et qu'il a montré à quel point Rouen mérite de faire partie de notre horizon footballistique professionnel en Hexagone. Ouais, c'est vrai que c'était un beau match, comme je t'avais signalé, c'était un peu le Philippe Doucet ICO. Il a vécu 20 ans à Rouen et il a été président d'Angers de 2002 à 2003. Là où je pense que toi comme moi on aurait aimé voir Rouen passer, c'était pour revoir Fred Demby bien sûr. Voilà, en Coupe de France. D'ailleurs, tiens, c'est vrai qu'on l'a pas noté en flop, mais ça aurait pu en faire partie. La commission d'arbitrage qui refuse. Indépendante. Ouais. Pour le coup, elle est vraiment indépendante parce que Noël Le Graët avait déploré cette décision. Donc, ça prouve au moins son indépendance. Après. Ouais, voilà, qui a refusé l'hommage à Nathanaël Julon. T'as eu la commission et même la commission supérieure qui a refusé. Donc vraiment, la connerie, elle est à tous les étages. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. Voilà, commission d'appel. Voilà, dommage à lui, bravo quand même à Rouen et maintenant
C'est Belfort maintenant le petit poucet parce que j'ai perdu ma JS Saint-Pierroise. C'est beau de voir autant d'effervescence autour d'un club de National 2 quand même. Absolument, et c'est un club qui est premier de son championnat d'ailleurs, qui a toutes les armes pour pouvoir monter en National 1, et moi je pense qu'ils vont le faire. Je pense que Rouen appartient vraiment à un niveau au-dessus, et je dirais que même que d'ailleurs on l'a vu même pour de la part des supporters dans les tribunes, on a eu des hautes armes qui ont résonné dans tout le stade, c'était très très chaud l'ambiance, et en National 2 voir autant d'engouement, ça se voit quasiment jamais. Donc voilà, pour tout ça, Rouen, National 1, voire même Ligue 2, et puis pourquoi pas rêver un jour de la Ligue 1. Malheureusement, Rouen n'a pas réussi à faire l'exploit en Coupe de France. Un autre club a réussi, Pau contre Bordeaux, donc c'est le début des flops avec Thomas qui va nous parler de ce match qui était incroyable, n'est-ce pas? C'est une belle pelouse. La stat qu'il faut connaître, c'est que Pau n'avait pas battu de club de Ligue 1 depuis 1994. En fait, le point noir à Bordeaux, c'est la défense qui est vraiment catastrophique. En plus de l'état d'esprit qui est déplorable, la défense, c'est vraiment horrible. En plus, tu avais une défense à 5, donc, avec au centre Mecher, Jovanovic et Benito. Eh bien, c'était catastrophique. Les relances de Mecher sont mauvaises. Et je pense qu'il aurait dû rester à Rennes dans un club qui se veut ambitieux. Sans Koscielny, cette défense est perdue. Et ce qui m'a marqué dans ce match, par exemple, c'est la relance de Haït Ben Nasser sur le 3e but. Quelqu'un l'a vu? Non. Je me suis caché les yeux. Ouais. C'est une relance molle, qui permet donc à Gaï de pourfendre la défense, qui ne fait que regarder, qui ne cherche pas à récupérer le ballon. Donc, comme a dit Paolo Sousa, c'est une honte. Ouais, c'est une honte. Et je rappelle que depuis la confrontation contre Marseille lors de la 17e journée de Ligue 1, Bordeaux n'a fait que perdre face à Strasbourg, Rennes et Lyon sans rien produire dans le jeu. Et la situation est de plus en plus inquiétante. Ouais, on va voir si Pau va continuer en Coupe de France, mais bon, il affronte le Paris Saint-Germain. Ouais, normalement, il y aura des articles qui vont fleurir sur Irles et Mbappé. Normalement, vous les aurez là. Ça y est, ça déjà sur BFM, tu avais déjà le titre l'entraîneur de Pau et Mbappé ne s'aiment pas. Vous allez savoir pourquoi. Ouais. Ah, c'est vrai? Mais il s'apprécie pas, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il l'a entraîné dans les équipes de jeunes, donc il a eu pas mal de choses à dire sur. Il y en a un qui est entraîneur de Pau et l'autre qui est champion du monde, donc je pense que le débat est clos en fait. Donc, ne mésestimez pas Pau. Ils sont 4e de national, c'est pas mal. Pau, Ligue des champions. Ouais, non, mais c'est. Qu'est-ce que. Je voulais refaire une remarque sur Bordeaux, c'est que nos gardiens, enfin, je pense à Costil, qui est parti de Rennes pour aller Bordeaux. Décidément, c'est terrible pour lui. Je pense aussi à Baptiste Renet, parce que bon, je parle entre guillemets des 3e gardiens potentiels de l'équipe de France. Lui qui vit un véritable calvaire à Toulouse. Il est concurrencé là, non? Oui, il y a une recrue. Il y a une recrue en prêt. Non, c'est pas bon d'être 3e gardien. Ouais. Bon, moi j'échange Toulouse contre le FC Rennes tous les jours en Ligue 1. Donc voilà, en parlant de mauvais comportement un petit peu avec Kylian Mbappé, l'entraîneur de Pau, un autre joueur qui a fait preuve de mauvais comportement ce week-end, c'est le bon vieux Mario Balotelli. Ouais. Bon, il pourra faire ce qu'il veut, hein. Moi je croirais toujours en lui. Bah lui c'est Mario Balotelli. Bon bah Super Mario s'est encore fait remarquer ce week-end. Alors qu'il va au duel avec le joueur de Cagliari Pisacane, Balotelli effectue un geste dangereux qui lui vaut un carton jaune. Bon, pour l'instant, rien de grave. Bon, c'est vrai que c'est pas un attentat, mais tu sens que c'est assez peu orthodoxe de vouloir récupérer la balle comme ça, aussi bien en l'air. Donc, mécontent de prendre un carton jaune, Balotelli s'est fendu d'un Vafanculo, qu'on connaît un peu ici, suite à une super victoire au quiz. Ça veut dire quoi? Pour nos... il faudrait aller visiter le soupirail fécal. Il se préoccupe de la santé de l'arbitre. Une coloscopie. Voilà, bon, l'arbitre, apparemment, il estimait qu'il n'en avait pas forcément besoin parce qu'il a enchaîné sur un carton rouge. Bon, voilà. Bon, ce qui était encore plus fort.
Voilà, on parlait d'Eric Haaland et son triplé en 11 minutes. Balotelli, ça faisait à peine 7 minutes qu'il était rentré sur le terrain. C'est pas mal non plus. Bon, c'est pas le carton rouge le plus rapide de l'histoire. Par contre, j'ai plein d'histoires sur des cartons rouges débiles, dont un dû à un piercing mal placé. Bon, coup de l'opération quand même pour cette stupidité de Super Mario. Ça fait quand même 2 matchs de suspension et 10 000 € d'amende. Voilà. Ouais, il est noté 2 sur MPG au passage. Ouais, mais Balotelli, c'est... Incorrigible Mario Balotelli. Voilà. Why always him? Malheureusement, tu le cherches, mon grand, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Voilà, on va partir finalement en première ligue avec d'abord Tottenham de José Mourinho qui n'en finit pas de décevoir malgré des très bons débuts. Ouais, de très bons débuts. L'électrochoc Mourinho, je me souviens de débats avec certains, notamment où on me disait que si Mourinho avait l'équipe de Mauricio Pochettino, on verrait ce qu'on verrait, on voit. On va savoir rien du tout. Et des résultats toujours aussi catastrophiques. Voilà. Pour ceux qui considèrent encore que José Mourinho était dans le coup et étant encore un gros coach, je pense que là, c'est peut-être pas sa dernière carte parce que je sais que Florentino Pérez est un grand admirateur du mou, mais là je pense que ça va. Je pense que José Mourinho va avoir un beau gros chèque de licenciement parce que je crois qu'il touche un peu plus de 20 millions d'euros par an, je crois, pas loin, et je crois qu'il a signé 3 ans et demi, 4 ans. C'est pas mal. Je pense que les auditeurs s'interrogent sur cette vraie question. S'agit-il d'un coup de mou? Bravo. J'applaudis par politesse. Un coup de mou qui dure depuis 4 ans, mais bravo. Ouais, non, mais c'est... Bon, après, est-ce que le fait d'avoir perdu Kane et Sissoko, c'est difficile de dire que perdre Sissoko a un impact dans le jeu, c'est difficile. Non, oui, mais c'est vrai aussi, mais honnêtement, c'est vraiment catastrophique. C'est du pur Mourinho, hein, pour ceux qui attendaient autre chose. Mais je crois qu'il avait dit qu'il avait changé. J'ai changé. Non, il n'a pas changé. S'il y en a un qui a pas un coup de mou, par contre, c'est son compte en banque. Ça, on est d'accord. Le banquier est très content. Finalement, tu as un très beau maillot, Max. Oui. C'est vrai, totalement. Et pour ceux qui ne me voient pas, qui m'écoutent, j'ai un magnifique maillot d'Arsenal saison 2004-2005. J'ai été en 2003-2004. Alors c'est la saison après les Invincibles. C'est pas la saison où ils perdent contre la JOCR à Highbury en Ligue des Champions? Non, tu arrêtes. C'était en 2003 d'ailleurs. Donc oui, alors effectivement, moi j'ai failli ne pas parler de mes chers Gunners suite à leur match nul arraché hier soir à Chelsea alors qu'ils ont joué à 10 pendant 65 minutes. Mais justement, ils ont joué à 10 pendant 65 minutes à cause d'une mauvaise passe de Mustafi et d'un retour trop hargneux de David Luiz qui a du coup pris le rouge. Donc, parce que même si Arsenal a été héroïque hier, il paye encore le fait que son effectif est problématique. Mustafa, Xhaka, Özil. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, 1, ce qu'ils font encore au club, et 2, ce qu'ils font encore titulaire? Vous pouvez me le dire? Moi, je vous parlerai quand ce sera votre tour. L'arrivée font encore au football, par contre. L'arrivée d'Arteta, donc c'est une excellente chose. Et il a déjà montré qu'il pouvait redonner de l'allant et du style à cette équipe, et qu'avec lui, Arsenal pouvait faire mal à n'importe qui. Mais au final, entre Sheffield à domicile qui égalise à 1 partout en fin de match et Chelsea hier, au final, ça fait 2 points en 2 matchs. Et quand on est ce club, qu'on est 10e de première ligue, avec 10 points de retard sur la 4e place, on peut pas se satisfaire de ça. Le club est encore plombé par ses mauvais choix de joueurs. Et quand on dépend d'un gamin brésilien de 18 ans, je parle de Gabriel Martinelli, c'est qu'on a un problème. Et donc Arteta, il pourra révolutionner ce qu'il veut. En fait, tant que le ménage il n'aura pas été fait dans cet effectif, Arsenal pourra prétendre à rien de bien enthousiasmant. On n'a pas un jingle Manchester United aussi? Il essaie quand même de redonner vie à Ozil. Est-ce que c'est pas peine perdue, ça? Moi, pour moi, c'est peine perdue. C'est complètement peine perdue. Ozil, moi, je voulais tellement qu'il parte en prêt à Fenerbahçe. J'étais en mode, allez, merci, au revoir. Xhaka, il sera avec son pote. Ouais, c'est ça. Xhaka, à Berlin, on dégage tout ça, on prend des autres mecs. Et à un moment, ça suffit. Ozil, c'est l'ombre de ce qu'il a été à son époque où il arrive au Real. Ce sera plus jamais le même joueur. Et on le paye, mais 12 millions par an. Net. C'est pas possible. Il y a beaucoup de clubs malades malheureusement en première ligue. J'en peux plus. Bravo, moi je dis bravo à son agent. Moi je dis bravo aux supporters d'Arsenal comme moi parce qu'on a vraiment du courage de continuer à regarder. Donc finalement, tu vas garder la parole, Max, parce que tu as une petite chronique à toi, la chronique Sudamericana. Tu nous parlais un petit peu de Brésil.
Do Brasil. Et oui, effectivement, je vais vous parler un peu du football brésilien. Le football brésilien qui est donc composé de 2 phases, il faut le savoir, ou Campeonato Brasileiro ou Brasileirão, qui est le championnat national réparti en 2 divisions, et les championnats d'État, puisque comme vous le savez, n'est-ce pas, le Brésil est une république fédérative, et donc les principaux championnats d'État étant bien sûr les championnats des États de São Paulo et de Rio de Janeiro. Donc on y voit les clubs mythiques comme le São Paulo FC, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, et y affronter des petites équipes régionales comme les fameux Ponte Preta, Santo André ou Macaé. Vous connaissez tous, n'est-ce pas? J'en étais sûr. Le Brasileirão, cette année, il est terminé. Il a été survolé par Flamengo, qui a fini avec 16 points d'avance sur le deuxième. Flamengo qui a au passage du coup remporté le doublé championnat Copa Libertadores. Et nous sommes donc en ce moment dans les premières journées des championnats d'État. Donc Flamengo est évidemment le grand favori du Campeonato Carioca, du Rio de Janeiro. Mais la situation est un peu plus indécise dans le Campeonato Paulista, où 2 équipes se détachent dans la course au titre. Palmeiras, qui compte dans ses rangs Felipe Melo, qui passait par la Juve, par Galatasaray. Ramírez, l'ancien de Chelsea, qui vient d'arriver libre après avoir joué en Chine. Il a 32 ans d'ailleurs, donc c'est une bonne recrue en fait, il a encore de belles années devant lui. Il y a 2 centraux qui arrivent d'Italie, le Paraguayen Gustavo Gomes, acheté au Milan AC cet hiver, et Vitor Hugo, arrivé de la Fiorentina l'été dernier, ou encore l'international et ancien du Shakhtar Donetsk, Luis Adriano, il joue en encore attaque. lui. Absolument. Il revient de Chine lui aussi? Probablement oui, ils sont tous partis en Chine à un moment. Gagner des millions. Puis donc il y a aussi le São Paulo FC qui a également une belle équipe, et je dis pas ça parce que mon beau-frère est supporter. Ils ont pris Juan Fran de l'Atlético. Et donc ils ont un milieu composé de Hernanes et de Daniel Alves, et avec Alexandre Pato en attaque, et de grands espoirs pour les soutenir comme l'ailier droit Anthony, un dribbleur explosif, ou le milieu Igor Gomes, que beaucoup au Brésil surnomment déjà le nouveau Kaká. J'aime les nouveaux quelque chose. Attention Souleymane Diawara. Diawara qui n'a jamais joué au Brésil. On rappellera enfin donc que les clubs les plus titrés au niveau national sont Palmeiras qui a 10 titres, Santos avec 8 et Corinthians avec 7. Et pour finir, je vais vous faire un petit point sur les prochaines pépites du football brésilien. On a déjà cité celle de São Paulo. On va aussi rajouter à la liste Reinier, donc on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a également un jeune qui s'appelle Tailson, pour la prononciation exacte, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Un attaquant de 17 ans donc, qui joue à Santos, qui est un dribbleur qui rappelle Robinho à ses débuts, et dans le club de Neymar et de Pelé. Santos, un grand club formateur au Brésil. Donc voilà où on en est. Regardez tous les championnats d'État brésiliens, c'est très intéressant. Qui c'est qui a été relégué là dernièrement, un grand club Alors il y a quelques années, c'était il me semble en 2015, Palmeiras justement avait été relégué pour la première fois de son histoire. Cruzeiro, ils ont été relégués effectivement parce qu'ils ont été relégués administrativement pour avoir déposé le bilan. Là ils sont remontés, mais ils ont fini il me semble 15e sur 20, quelque chose comme ça du campagne. Merci, en tout cas c'est toujours un plaisir de découvrir des championnats dont on regarde pas forcément beaucoup, mais qui sont très intéressants, et tu viens de nous montrer pépinière quoi. Voilà, qui vient de nous montrer à travers cette petite chronique. On va donc passer au débat, c'est parti. Ah, notre belle vieille Ligue 1, souvent décriée pour son faible niveau, et on est un peu la 5e roue du carrosse des 5 grands championnats européens. Et pourtant, malgré la faiblesse... Même sortie du carrosse. Et pourtant, malgré la faiblesse apparente de notre championnat, au fil des années, on s'est rendu compte que, certains des plus grands noms du football européen sont formés en France, ou à défaut, sont passés très jeunes en France. On peut parler de Sadio Mané, Riyad Mahrez, Paul Pogba, parmi les noms les plus ronflants. Pourquoi a-t-on l'impression qu'à défaut de devenir un championnat ultra compétitif, la Ligue 1 est-elle devenue en quelque sorte le centre de formation de l'Europe ? Parce que c'est le projet de 19 clubs de Ligue 1, tout simplement. Aujourd'hui, pour les grands amateurs de foot, parce que c'est notre projet. Voilà, exactement. Le projet des clubs, c'est de l'achat-revente, c'est à travers ça qu'ils vivent. Il suffit juste de regarder les bilans en fin de saison. Je crois qu'ils sont disponibles d'ailleurs sur la LFP. Oui, exact. Vous voyez justement le budget des clubs qui est fortement dépendant des ventes. Donc c'est triste. C'est ce qui explique en partie le faible niveau de la Ligue 1, et ce qui explique en grande partie, que notre équipe nationale soit si
si haute, puisque elle fait émerger des jeunes talents, elle les vend ensuite à aux grands pays de football, aux quatre pays, Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre, et ensuite émergent des futurs pépites à grands joueurs. C'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est triste pour nous, mais c'est bien d'un côté pour la sélection nationale. On est un peu le contraire justement de la Première Ligue, même si ça tend à se réduire parce que ils ont enfin compris qu'il fallait former et miser sur leurs jeunes. Oui, c'est en grande partie parce que les clubs n'ont d'autre choix que de vivre comme ça, tout simplement. Après, c'est un mal qui nous, qui est là depuis plusieurs années, quoi. Quand on parle déjà des ne serait-ce des Jérémy Le Tallec et des Florian Cinema. Anthony Le Tallec et Florent Cinema Pongol. Aliadière. C'est Jérémy Aliadière aussi. Non, mais c'était, par contre, pour avoir discuté avec certains Rambolitains, parce qu'il est natif de Rambouillet, c'était vraiment une super pépite. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a toujours eu des centres de formation performants, mais là, c'était vraiment le côté j'assume d'être la ligue des talents. C'est ça, c'est clairement ça. Ouais, c'est venez me chercher. Moi, je vous les forme, voire vous les je vous en fais des joueurs honnêtes et venez me piller pour les transformer en grands joueurs. On parlait des résultats, aussi de l'aspect financier. Ça m'énerve aussi parfois qu'on se cache derrière ça quand on voit des clubs de République tchèque, de Slovénie, d'Azerbaïdjan et tout le reste faire des meilleurs résultats en Coupe d'Europe. Excuse-moi, je te coupe Aurélien, mais moi je trouve que là on parle de ça, c'est très bien, mais au final le fait qu'on soit le centre de formation d'Europe, c'est finalement plus ou moins déjà acté à mon sens. Oui. Pour moi la vraie question c'est comment sortir de ça ? Oui, c'est ça, comment sortir de ça, parce que au final quand on regarde le nombre de joueurs qui émergent à l'étranger, on n'a aucune remise en question sur notre manière de travailler dans les clubs professionnels. On le voit tous d'ailleurs, même on peut parler de 98, pourquoi est-ce qu'on est champion du monde ? Parce que Zizou, si c'est Zizou, c'est parce qu'il se tape les préparations physiques à l'italienne. Vieira il en vient aussi, Deschamps est lié, et De Sailly aussi, et il y a un moment où finalement quand on regarde notre éthique, notre façon de travailler, tous les joueurs qui parlent du championnat de France, ils arrivent à l'étranger, ils disent on a appris ce que c'est enfin que de travailler à l'entraînement. Oui, c'est ça. Et nous on est là, mais non, je sais pas. Moi j'ai un exemple par exemple pour vous, Aouar, c'est un super joueur, c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. Demain, il est titulaire dans quel club ? Dans quel grand club ? Admettons demain, du jour au lendemain, il est dans un autre club, dans un autre effectif. Il est pas titulaire avant 6 mois, pour moi. Au moins. Il va se mettre à travailler à partir du moment où il rejoindra un autre club. C'est un bosseur. Après, Aouar, pour le coup, je pense pas que ça soit un problème de bosser ou pas bosser. C'est aussi un problème. Tu lui mets qui comme entraîneur aussi, franchement. Mais non, mais il y a une éthique de travail aussi. Mais il y a une éthique. Non, je n'ai rien contre Rudy Garcia, mais je pense que si Nagelsmann l'avait, il ferait des meilleures choses. Mais enfin, ça, c'est effectivement l'éthique de travail, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que il est déjà titulaire. C'est de l'Olympique. Il a quel âge ? Il a 20 ans ? 21 ans ? 21 ans. C'est déjà un cadre de l'Olympique lyonnais. Il y a aussi le fait que, par définition, les clubs n'ont pas beaucoup de moyens. Non, mais oui, ils ont des moyens, mais t'as pas. Tu recrutes. Oui, mais ne prenons pas Lyon comme exemple. Non, mais bien sûr, mais tu recrutes tellement mal que finalement la concurrence est pauvre. Alors que s'il va dans un truc où les gars, t'as 40 joueurs à bloc, là déjà, il va plus avoir l'envie de se défoncer. C'est comme Rabiot. Rabiot, il est venu en Italie, 6 mois, et donc il avait des difficultés. Pour toi, la réussite de notre formation de nos joueurs, elle provient du fait si on a un bon recrutement ou pas pour les encadrer. Moi, pour moi, c'est pas les joueurs qui sont à côté sur le terrain, c'est la manière dont on forme. Je parle pas de formation, parce que notre formation elle est excellente, on le sait. C'est la post-formation. C'est quand on est jeune, quand on commence à apprendre ce que c'est qu'être professionnel. Il y a un moment, excuse-moi, Drit, tout à l'heure, tu parlais de l'équipe de France, mais pour moi, on peut pas parler de l'équipe de France. C'est comme là, on peut pas parler pour défendre notre football de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, représente pas notre football. Mais je défendais pas, c'est juste un constat en fait. Mais si tu défendais. Non, alors là pour le coup. C'est vrai, t'as raison, c'est un constat, mais je veux dire, quels joueurs qui viennent du championnat de France, qui jouent dans le championnat de France, sont titulaires en équipe de France ? Il y en a aucun. Enfin, à part Mbappé, mais Mbappé, il ne rentre pas dans les normes, Mbappé. Il a un tel talent que c'est complètement autre chose. Oui, s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, il serait au Real. Donc, il serait titulaire. Là aussi, là où c'est un mal qui arrive, c'est qu'on parlait des 19 clubs qui veulent être des centres, faire du trading de joueurs.
Bon, il n'y en a pas 19, mais c'est vrai que Si, il y en a 19. C'est les 19. Alors, Si. attendez. Bon, on va dire ceux qui se le revendiquent officiellement. Il y a Monaco, il y a Lille, il y a Nice. Après, Il y a Marseille maintenant. il y a Il y a- Marseille, il y a voilà. Marseille, il y a Marseille, et après t'as tous les autres clubs qui sont plus ou moins à vendre. Voilà. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que si on prend le podium de l'année dernière, bah, on retrouve quand même Lille, donc qui était deuxième, si je. Oui, deuxième. Ouais, deuxième. Donc se retrouver avec ce genre de club qui se dit tiens ça marche et je revends mes joueurs, bah c'est vraiment problématique. Mais ça marche Non, mais une ça marche saison sur deux. non, Attends, c'est pas une saison sur deux, parce que tu vas me prendre Monaco, tu vas me et prendre Lille Monaco. juste avant. Oui, mais Et Lille non, juste mais- avant. oui, je sais. Et mais- Lille à présent. Oui, juste. Oui, mais Lille, déjà, c'est plutôt pas mal là maintenant. C'est pas. Ouais, c'est- mais il a c'est- fallu oui, s'y gérer. la grande mais- saison, mais- la grande saison, c'était l'année dernière. Mais bien sûr, mais la grande saison c'était l'année dernière, mais là ils ont dû digérer parce qu'ils ont beaucoup vendu. Encore une fois, c'est Ouais, mais en partout fait, pareil. c'est Quand ça, t'as de la le problème, compétence, c'est plus que facile. tu vends. Là ils ont Luis Campos. Luis Campos dans le domaine achat-revente. Tu vas m'en trouver un meilleur, tu vas être très fort. Il y en a aucun. C'est Justement, tu peux pas te dire que c'est le modèle de 19 clubs parce que c'est le modèle de 2 clubs au final, Lille et Monaco, un peu Nice, mais surtout Lille. Lille, ils ont justement pris des gens qui sont capables de faire ça, mais si tu prends pas des gens dont c'est la spécialité et la capacité première, c'est pas ton modèle. Justement, pour moi, les clubs de Ligue 1, ils subissent ça. Et moi, pardon, mais on peut dire, ça peut être un modèle, mais moi, je désire plus que ça pour notre football. Moi, je désire plus parce que quand on voit qu'on perd justement contre des clubs slovaques, tchèques ou chypriotes en Coupe d'Europe, c'est la honte. Et on ose dire que notre football est supérieur. On a cette espèce de Ah non, mais on n'est pas loin du championnat suisse. manque d'humilité qui est incroyable. Et moi, je veux plus que ça pour notre football. Le problème, c'est oui, t'as des clubs comme Lille, Monaco et aussi Bordeaux aussi qui ont officiellement reconnu le fait qu'ils veulent être un club de trading. Mais le problème, c'est les autres clubs. Est-ce qu'ils t'ont déjà expliqué leur projet? Mais non, justement. Ils ont pas de projet. Le problème, c'est Survivre. qu'on critique. Non mais c'est ça. Hein. Non, mais ça- On critique les joueurs qui commencent à travailler, qui commencent à devenir professionnels à l'étranger, mais le problème c'est que la majorité de nos clubs de Ligue 1, ils ne sont même pas pros à l'intérieur. Le problème c'est que t'as un entourage, t'as les entourages des joueurs qui sont déjà, c'est très néfaste, mais les super agents, les Willy McKay et compagnie qui ne font que traîner autour des petits clubs de 1. Ça, c'est un Parce autre que sujet. Nantes, Emiliano Sala, on peut en parler, tu vois, regarde. Mais pardon, pour moi, c'est un autre sujet qui d'ailleurs vaut la peine d'être traité à mon avis aussi, mais c'est le manque d'encadrement, le manque de règles. La FIFA en a fait l'année dernière, a essayé de changer un peu ça, Oui, de mettre un peu plus de officiellement. règles, mais officiellement, Ouais, exactement comme tu bien dis. sûr. Donc c'est très peu Comme encadré. c'est comme la TPO. Non, elle est vraiment interdite, Oui, mais ils ont trouvé. oui. Mais ils encore une fois, Officiellement, tu parles à des oui, mecs mais par contre- qui sont très très intelligents, Oui. donc ils ont vite contourné le truc. Très Oui, vite. sauf que officiellement c'est refusé, sauf que officieusement, voilà, la FIFA pourrait tout à fait réinterdire ça. Si- Parce que je crois que par exemple pour les joueurs de moins de 18 ans, alors pour en Europe, t'as pas le droit de les recruter sauf si tu trouves un travail par exemple pour Oui, il y a un- quelqu'un par là. Ouais, voilà. Oui, bah, pour un des ils font parents, tous ça. Papounet. par exemple. Mais Ah, est-ce que on parle des 19 autres clubs de Ligue 1 qui font de l'achat-revente en quelque sorte, qui sont des clubs qui font du trading de joueurs, mais est-ce que aussi le Paris Saint-Germain n'a pas sa petite part de responsabilité dans le sens où tous les titis parisiens qui partent de Ligue 1, Mais on parle de mais- Christophe Nkunku, Dayot Upamecano, Mais pourquoi ils vont pas dans un autre club de Ligue 1? C'est parce que dans les autres clubs de Ligue 1, il n'y a pas la structure. Ils savent qu'il n'y a pas la Il n'y a structure pas pour l'argent, qu'ils puissent, surtout. et pour Ouais, qu'ils puissent il y a ça progresser. C'est à part simplement ça. Ensoki qui est parti à Nice. Ouais, Il y a c'est le seul. Hein. Oui, c'est le seul qui Entre aller dans une structure Red Bull ou aller, je sais pas, à Bordeaux ou à Nantes, pardon, Bah, mais ils vont c'est dans la le Red choix Bull vite parce fait, hein. qu'ils savent qu'ils vont Bah, progresser. les gens sont pas variablement. stupides, ils regardent. Il y a une vraie Regarde, éthique de c'est travail, une vraie façon de Regarde. travailler. L'exemple qui est à prendre, c'est Claudio Gomez, le jeune du PSG qui a rejoint Manchester Ah oui, mais City. ça, c'est. Ils ont expliqué que, en gros, Claudio Gomez, c'était sur RMC. En fait, il a accepté de rejoindre City parce qu'on lui a proposé un projet. Quel était le projet? Tu arrives, tu t'entraînes aux côtés de Pep Guardiola, et ensuite tu seras prêté. Et C'est ça. C'est pas une grosse perte, Claudio 2-3 Gomez. ans. Après, tu rejoindras Ouais, l'équipe vraiment. pro. Non, mais tu te rends compte que Oui, bien sûr. en soi, c'est quelque chose de tellement logique. C'est simple. Oui. Mais C'est- Paris, par exemple, est-ce qu'ils ont un club satellite où ils peuvent prêter des joueurs avec un partenariat? Ils ont fait des partenariats dernièrement. Je crois que c'est c'est officiellement. développé. Pas officiel. Officiel, non. Non, Mais t'as Chelsea, ça fait combien d'années qu'ils ont le Vitesse Arnhem, par exemple? Ah, mais- Le nombre de joueurs prêtés par Chelsea chaque année, Ils ont c'est- 49 ça- prêts, là. Regarde, comme c'est- Monaco avec le sac de Bruges. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Et Mais City avec c'est- Riola, par exemple. Ou ça d'ailleurs, marche beaucoup. petite parenthèse, les joueurs recrutés par le Cercle de Bruges ne jouent pas.
En plus, C'est extraordinaire. je crois que pour avoir vu un résumé du championnat belge, le Cercle Bruges est dans très mauvaise posture actuellement. En tout cas, pour moi, on a tout un système à remodeler, à refaire, et surtout se poser la question à chaque fois quand il y a des entraîneurs étrangers qui arrivent, il y a beaucoup d'une partie du foot français qui la regarde avec un mauvais œil. Ouais, les étrangers, qu'est-ce qu'ils sont mieux que nous? Je sais pas. Bah, ils sont mieux de vous, ils ont tout mieux que vous. Alors, Donc, faut arrêter. Pas tous, les étrangers, mais oui. par exemple. Mais, enfin, aussi, c'est le pour problème, c'est que il y a eu des rachats de clubs récemment. Mais le problème, c'est que, en fait, par exemple, M6 a refourgué Bordeaux. Ils l'ont refourgué donc à deux fonds d'investissement différents qui basaient leur projet sur le trading. C'est qu'en fait, le problème, c'est que on leur demande de venir. Radcliffe, il a beaucoup d'argent. Mais regarde, les recrues qui sont arrivés, c'est Hichem Boudaoui, donc un jeune à fort potentiel qui sera revendu. C'est Ensoki. Après, Tu rames. Oui, mais après, pour avoir. Dolberg, Claude Maurice, Ounas. Et est-ce que tu dis, mais après, pour avoir l'ambition. Ah oui, Kefren. Quelle devrait être l'ambition de Nice? Parce qu'ils n'ont pas une grande communauté finalement de fans. Tu vois, le stade il est pas plein même quand. Oh, il y a quand même. Laisse tomber. Nice, laisse ils ont tomber. de belles infrastructures, mais déjà même avec Lucien Favre, pardon, quand Ouais. ça cartonnait, c'est difficile à remplir un stade. Je crois qu'il y a combien, 25 000 places, même. À peu près. Il y a personne. C'est compliqué. En fait, Nice, c'est comme Bordeaux. Et puis t'as le cercle financier aussi fort. Moi, je voudrais rajouter juste Ouais. une dernière chose. Notre regretté Louis Nicolin, avant de mourir, paix à son âme, il a déclaré une chose que je trouvais très intéressante, c'est qu'il a dit les mécènes dans le foot, faut arrêter. Les Abramovich, etc., il y en a peut-être un ou deux dans le monde, mais c'est terminé maintenant. Maintenant, le but, il faut arrêter de croire que quand on vient dans le foot, on gagne de l'argent. La majorité des cas, on ne gagne pas d'argent. Au mieux, on est à l'équilibre. Et donc, à partir de ça, il faut construire des modèles autour de ça et s'entourer de gens compétents pour encadrer les joueurs. Et c'est pas ce qu'on fait en France. En France, on vivote. Et moi, ça me plaît pas. Bah, le problème, pour revenir sur les personnes qui arrivent... Moi, tu conclus. Exactement. Justement, je vais reprendre Louis Nicolin qui, lors de l'arrivée de McCourt, avait dit qu'est-ce qu'il vient faire là, l'Américain? Il va durer 3 ans et ensuite il va vouloir se barrer. Il avait raison parce que McCourt est arrivé. C'est vrai. Le problème, c'est que le président Jacques-Henri Hérault, il s'est mal entouré. Tu vois. bon, lui, Tapi, quand il est arrivé, il s'est bien entouré parce qu'il connaissait pas bien le foot. Il est arrivé avec des personnes afin de bien connaître le foot. Alors que Hérault, bon, si on suit son interview d'hier sur RMC, il connaît le foot apparemment. Mais bon, ça c'est autre chose. Il connaît FIFA. Mais voilà, le problème c'est que tous ces présidents sont mal entourés. Le problème c'est qu'ils... Mais Anthony Zubizarreta, moi je trouvais que c'était une bonne recrue. Non, mais je te parle de certains journalistes après, qui tournent autour. Ah, ça, je sais pas. Conclu, les gars. Ouais, mais le problème c'est que Zubizarreta, tu lui as mis un Rudy Garcia dans les pattes. Donc on a bâillonné Zubizarreta, on l'a foutu dans un petit placard à balai. Thomas, si tu te tais pas, je vais te faire taire. Donc voilà, entre manque d'ambition et manque de compétences, manque de personnes vraiment compétentes, voilà, on arrive à ça, un championnat qui va à 2 à l'heure et qui malheureusement j'avais parlé de 5e rang du carrosse sur le championnat européen, mais c'est vrai qu'on est en dehors du carrosse. J'avais dit qu'on était en peut-être. dehors. Mais en fait, ce qui est parfois le trompe-l'œil, c'est d'être champion du monde derrière. Ouais, voilà, donc on verra s'il va y avoir un autre trompe-l'œil à la fin de l'été, au début de l'été avec l'Euro 2020. On va donc passer au match à voir ce week-end. On va aller assez vite sur les matchs du week-end. On va commencer toujours par notre bonne vieille Ligue 1. On va rester en Ligue 1 avec Thomas qui va nous parler de Nantes-Bordeaux, un match qui est un spectre, le mec d'Emilio Sala. Exactement, j'ai pris ce match parce que ce match sera une communion entre des joueurs et des supporters meurtris par le décès d'Emiliano Sala. Je vous invite à le regarder, pas pour le beau jeu car il ne sera sûrement pas au rendez-vous. Cependant, un an après la disparition du buteur argentin, Valdemarquita a donc décidé de faire un beau geste pour une fois, c'est très rare venant de lui. Pour ce match, en plus, je pense que Nantes peut confirmer sa place pour la Ligue Europa, puisque après son succès. Oui, et puis c'est surtout que Nantes s'est bien remis en gagnant 2-0 face à Saint-Etienne à l'extérieur. Les Canaries pointent à la 4e place, donc synonyme de Ligue Europa. Quant à Bordeaux, ils sont 13e et ne cessent de perdre depuis 4 matchs. Et plus inquiétant encore, leur fond de jeu était inexistant, par exemple face à Lyon et puis face à Pau. Ça ira mieux contre Marseille. Oui, voilà, oui. Bah oui, de toute façon. Oui, bah le CM de Bordeaux, justement, a pris une vidéo de Benoît Costil qui disait « Bon les mecs, on a bientôt Marseille, c'est le match de l'année. » Donc ils vont sauver leur saison, ils vont faire match nul.
Et Ils ont sauvé leur saison. Ça fait 45 ans et demi que Marseille. Oui, et puis donc Bordeaux, voilà, et c'est surtout qu'avec leur situation financière très précaire, je pense que Bordeaux va droit dans le mur. Un autre match de Ligue 1 qui sent un peu le milieu de tableau, même si Rennes est bien placé, c'est Nice contre Rennes du coup. Et oui, alors que le projet de Nice était alléchant, donc avec Radcliffe, force est de constater que les recrues n'ont pas apporté un plus à l'équipe, car des joueurs tels que Boudaoui, Thuram, ou encore ceux qui n'ont pas totalement la confiance de Vieira, enfin ceux qui on ne sait pas s'il est à gauche ou au centre. Voilà. C'est un central. Lui, Oui, mais le problème c'est qu'il avait été recruté pour jouer à gauche. Bah oui, mais Et puis étant donné que Dolmici, Ils auraient dû que rappeler, les hein. Italiens ont Ouais. fourgué un joueur qui se blesse, Oh, mais si, avec ça. Claude je crois. Claude Maurice me paraît trop tendre pour prétendre à une place de titulaire, tandis que Tamézé, depuis qu'il a refusé de partir en Russie, donc il a quand même son mot à dire dans un transfert, et Vieira ne veut plus en entendre parler. Il avait fait revenir un moment et puis c'est reparti. Il avait marqué, non? Un truc comme ça, en plus. bah, c'est justement peut-être parce qu'il voulait le vendre en Russie que il est pas C'était titulaire. l'été dernier. Ouais, bah, Il Oui, continue sur sauf l'Israël, que le quoi. problème, c'est que si t'es obligé de le garder pendant plus de 6 mois, autant essayer de le faire jouer, parce que ton équipe, Vieira, je pense que Vieira était un bon entraîneur pour l'ancien projet, dans lequel il n'y avait pas réellement d'ambition. Alors que maintenant, moi je le pense que problème, c'est c'est un difficile de le échec. juger. Bah oui, Ouais, c'est un on échec. verra. encore une fois. Et donc, alors que Rennes, eux, depuis cet été, ils ont cherché à s'améliorer. L'actionnaire majoritaire, l'actionnaire avait dit justement après la finale, après la victoire en Coupe de France, avait dit que ils allaient recruter, qu'ils allaient être ambitieux. Et ils ont réussi avec Julien Stéphan. Donc, au final, bon, son jeu n'est pas alléchant aussi, mais bon. Chose faite car ils sont à 4 points d'avance sur le 4e et pour l'instant ils peuvent se qualifier en Ligue des Champions et je trouve que Rennes, c'est fini le club de la loose. Ouais, on va voir ça s'ils finissent peut-être en Ligue des Champions, c'est jamais avec un peu de chance. On va parler de Ligue 2. Pour la première fois, on va parler pour les matchs à voir. On va parler de Ligue 2 avec Max, avec Le Havre contre 3. Je vous propose de la Ligue 2. On a un très beau match, c'est lundi, et c'est un très beau match entre Le Havre, donc, qui est 6e avec 32 points, et 3 qui est 3e avec 38 points. Donc évidemment, pour les Havrais, c'est revenir dans la course à la 3e place, se rapprocher de la 2e, évidemment, pour ne pas passer par les barrages, vu que leur objectif est la montée. Pour 3 qui pratiquent toujours un beau jeu, qui a toujours ses identités, ça va être d'aller imposer ça au Stade d'Océane. Stade d'Océane qui devait être un peu plus rempli que d'habitude justement pour ce match important. Et est-ce que ce sera le dernier match de Kadewere au Havre ? On verra. Et sinon, je vous recommande également dimanche 20h, Palmeiras São Paulo. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les 2 favoris pour le championnat paulista. Donc, n'essayez pas de le chercher sur une chaîne française. Vous ne la trouverez pas. Je vous conseille le streaming. Aïe, aïe, Le aïe. streaming. Alors là il met en avant des choses Aïe, aïe, aïe. illégales. Bravo monsieur. On n'a rien entendu. On va pas se mentir, on le fait tous. Non pas moi. Donc on va partir en Espagne avec Dridi, avec une grosse affiche de Liga, Valence contre le Barça. Ouais, voilà, Valence qui va On Qui va entend ma assez- tristesse dans la voix. qui va assez mal. C'était pas prévisible du tout d'ailleurs. Et le Barça qui cherche à nouveau à imposer son identité, l'identité Barcelone, à savoir un jeu de possession et de position avec pour un premier match de Quique Sétienne un peu pas décevant mais Et puis 80% de possession quand Et même. oui, pour le plus Barça. Ça faisait très longtemps qu'on possession, avait pas vu c'est ça. vrai. Ouais. c'est surtout au-delà de la déception, enfin c'est pas vraiment une déception parce qu'il avait qu'une semaine de travail donc au-delà du jeu c'est plutôt la renaissance de Busquets qu'il faut vraiment souligner où il a été très très bon parce que Sétienne a toujours cherché à travers ses équipes à avoir justement ce Busquets. Là il a la version ultime Busquets. Rakitic lui par contre la renaissance non. Ouais, bon, non. Il y a Ricky Pucci est rentré du coup pour le Ricky Barça. Puig est rentré, c'est lui qui d'ailleurs initie le pressing sur le but de l'inévitable Messi. Donc moi je pense que ce sera un beau match à suivre, un match très très plaisant et on espère que les principes de Sétienne seront un peu plus assimilés parce que c'est quand même que ça prend du temps. Ils l'ont nommé en milieu de saison. En milieu de saison en général c'est plus des bricoleurs et non des architectes que tu nommes. Lui c'est un architecte donc il aurait fallu le nommer
en début de saison, mais bon, ça c'est la direction du Barça, ça c'est exceptionnel. À noter que pour Valence, il n'y aura ni Rodrigo Moreno ni Dani Parejo, donc bon, je pense qu'on se dirige vers une défaite. Ça vous change pas? Ouais, en ce moment, non. Perdre 4-1 contre Mallorca et les voir perdre contre Saragosse en Coupe du Roi, ça fait mal. Pour nos auditeurs, je viens de voir une larme couler sur la joue de votre présentateur. Je suis triste, hein. Ça va être funky contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Du coup, en parlant d'Atalanta, on va aller en Serie A avec Aurélien qui va nous parler d'un choc entre le Napoli et la Juventus. Oui, alors bon, c'était un choc. Il y a 2 ans. Ouais, des dernières années où c'était un peu le premier qui recevait le deuxième d'ailleurs. Le dernier Naples-Juventus, c'est celui qui finit avec 3-3 ou oui, où il y a très gros score, oui. Oui, il y a un but de Koulibaly. Enfin voilà. Ouais. Là, c'est absolument pas le cas. C'est un peu morose, même si hier le Napoli l'a emporté en Coppa Italia face à la Lazio de Rome. Ce qu'il fallait faire parce que la Lazio est sur son petit nuage. Bon, qu'est-ce qu'on espère? Bon, que on connaît déjà le principe de Gattuso, c'est qu'il va jouer avec l'envie, la détermination et l'envie d'avoir envie. Voilà, par contre pas l'envie d'avoir envie de regarder ça. Non, ce qui peut faire peur là, c'est s'il faut encore jouer Mario Rui et Isage. Dans la défense, je pense que Ronaldo, qui est sur une belle perf, qui a 11 buts sur 7 matchs, peut s'amuser. Mais j'ai pas compris, du coup, tu nous recommandes de le regarder ou de ne pas le regarder? Si, le festival de buts de Ronaldo. Alors attention quand même, parce que sur le dernier match, la Juventus c'est toujours se faire peur, parce que c'est Andrea Cornelius qui avait égalisé et Ronaldo derrière avait permis à la Juventus de l'emporter. Donc ça, voilà, comme chaque match de la Juventus, il y aura toujours un petit suspense finalement. Pour finir, avec peut-être encore une petite réalisation d'Adrien Rabiot. Rabiot. 9ème de suite, je crois. Ça va être pas mal. Mais juste, Betancourt, il est toujours blessé. Il me semble que oui. c'est peut-être pour ça. Il me semble que Maurizio Sarri avait dit que Rabiot, qui est un excellent joueur, milieu relayeur droit, le serait encore plus milieu relayeur gauche. Donc Blaise Matuidi, attention. Blaise Matuidi est de plus en plus contesté. Alors aussi bien par les supporters, mais bon, les supporters Juventini, bon, c'est toujours folklorique. Mais là, ouais, ça commence à être plus compliqué pour Blaise. On va finir ces matchs du week-end avec, on va rester en Serie A avec le derby de Rome entre la Roma et la Lazio. Voleur. Ouais, désolé, mais c'est le derby de Rome, donc fallait en parler quand même. La Roma qui reçoit la Lazio, c'est le 3e qui se déplace chez le 4e, mine de rien, avec la Lazio de Inzaghi. Mais pas le plus connu des footballeurs. Non, mais sachant que Filippo fait une bonne saison là avec Benevento, où il est premier de Série B. Oui. Non, mais bravo à lui. Ça commence à être le problème de Filippo, c'est qu'il joue très bien en Série B, ses équipes cartonnent, mais dès qu'il arrive en Série A, ces temps-ci, c'est plus compliqué. Vas-y, continue. Mais Simone Inzaghi, qui tout simplement joue le titre en Série A, donc un bon match à suivre. Bon, là, j'ai pas trop le temps de développer, mais un bon match à suivre comme les derbys de Rome avec des alliances particulières. Fonseca et Inzaghi font de très beaux. Surtout Fonseca, parce que la Roma, vu comment c'est géré, c'est assez exceptionnel d'en être là. Ils sont en vente. Ouais, c'est vrai. Là, on va voir si la Lazio va continuer son extraordinaire série en Serie A, qui est sur 11 victoires d'affilée. Exactement. Ouais. Donc on va voir si vont faire une 12e contre leur ennemi juré, on peut le dire. Maintenant, il faut préciser en championnat parce qu'ils ont perdu en Copa. En championnat. Est-ce que les supporters de la Lazio vont refaire leur salut? On n'espère pas. On n'espère pas, on veut pas voir ce genre d'image dans le football. Donc c'était tout pour les matchs à voir de ce week-end. On va finalement passer au quiz. Le quiz, la dernière édition a été remportée par Enrique. Aurélien avait choke. On l'a viré. On l'a viré. J'aime tellement ce jingle. Attention, Max. Cherchez pas, c'est pas par plaisir qu'on reçoit Max. Enfin, un remplaçant. Je ferai juste une petite aparté. Finalement, ce sera le vainqueur avec le moins de points, à l'image du Portugal à l'Euro 2016. On verra si vouloir répondre à ces attaques à l'avenir. Donc, comme d'habitude, une suite de clubs par lesquels un joueur a passé. Il faut deviner ce joueur. On commence Eintracht Francfort.
Eintracht Francfort, pas de proposition. Borussia Dortmund. Eintracht Francfort, Borussia Dortmund. Tottenham. Ouh là 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 là. Fiorentina. Ah, Eintracht Francfort, Borussia Dortmund, Tottenham, Fiorentina, AC Milan. alors là, c'est cadeau pour toi, Aurélien. Ça y est, vous commencez. Attends. Avec le prochain club, vous devriez vous bouger. Schalke 04. Boateng. C'est Kevin Prince Boateng. Bien joué, Dreddy. Ah putain. Ah oui. La question est la suivante. À 5 près, combien de matchs a-t-il joué au Barça? 7. Bien joué, c'était 4. Putain, j'allais dire 1, moi. Ah, ça a toujours été. hein. Donc voilà, bien joué. Donc Kevin Prince Boateng, ça fait 4 points pour Dreddy. Prochain joueur, on commence avec Guignon. Oula. Ah. Si, Est-ce que ça va tenter des choses? Oh là Guignon. là, je ne tente rien depuis. Si, distinct. C'est non. Aurélien éliminé. Guignon, Bordeaux. C'est pas dans l'ordre chronologique, hein, toujours Non. pas. Guignon, Donc, Bordeaux. peut-être qu'il a fini à Guignon. Ah. Bah, je le sais, arrêtez. Guignon, Bordeaux, Le Havre. Ah non, si, je vais Guignon, tenter. Bordeaux, Le Havre. Dalian à Erbin. C'est où ça? C'est en Chine. Ouais. Moi, Ok, je d'accord. jette mon stylo de dépit. Je ne sais pas. Guignon, Bordeaux, Le Havre, Dalian à Erbin. Young Boys de Berne. Guillaume Moreau. C'est Guillaume Moirand. Et Dreddy, encore une fois, qui continue sa série. Merci pour la Chine. Parce que le PSG aurait été pas loin. Et la- J'avais eu une seconde trop tard. Et la question, dans quel club a-t-il été formé, Guillaume Moirand? Ah, Le Havre? Et non, c'était à la JS Saint-Pierroise. Ah, mince. Voilà, qu'on a vu en Coupe de France. c'est bien de- Eh oui, voilà. Je viens de la Et Réunion. oui, c'est relié à l'actualité. Vraiment, c'est Il bien. y a fait, ce son quiz. joueur à trouver? 2, 3? Il en reste 2. Prochain joueur, l'AS Roma. Roma. AS Roma Breccia. Ah, donc on se dirait, ouais, d'accord. Je rappelle que c'est pas obligé que ce soit des joueurs actifs, hein, si jamais. Ouh. T'essayes, t'as fait une précision là. C'est peut-être un piège. Hein. AS Roma Breccia Al-Ali. Oui, bien sûr, parce que je connais tous les joueurs qui sont passés par là. AS Roma Breccia Al-Ali Sinaloa. Hein? C'est un groupe trop sérieux. Et finalement, il a placé que par 5 clubs, le Barça. Roma, bah, attendez. AS Roma Breccia Al-Ali Sinaloa Barça. C'est quoi, Il a fait la majorité de sa carrière au Barça. c'est quoi Sinaloa? Je me rappelle plus, mais Sinaloa. Aïe, aïe, personne à la réponse. 5, 4, 3, 2, Boyan. 1. C'est non, non. c'était Pep Guardiola. Ah putain, j'ai Ah, mais hésité. Quand même. Parce que, bah J'ai- oui, parce qu'il part. Bah oui, mais c'est pas ton oui, club c'est du dommage. Mexique là. Ah oui, si, il était au Mexique, effectivement. Putain, j'aurais dû demander Ouais, si ouais, c'était le dommage. Mexique. Ah non, mais je sais pas, ça ouais, me- alors parce que là- Boyan, Roma, Barça. ça- Et finalement, dernier joueur, Valladolid. Ah, c'est pas Stéphane Guy. C'est une blague. Hein. Rijon, non, je déconne. Valladolid, Real Madrid. Ah. Valladolid, Real Madrid, AS Roma, Manchester United. Ah bon? Ah bon? Retraité? Enfin, Attends, je ne dis attends, pas. attends. Ouais, merde. Attends. Valladolid, Real Madrid, AS Roma, Manchester United, Olympique de Marseille. À chaque fois qu'il y a l'Olympique de Marseille, Thomas, tu ne trouves jamais. C'est quand même assez dingue. Hein. Valladolid, Real Madrid, AS Roma, Manchester United, Olympique de Marseille, Sporting Lisbonne. Alors là, si on l'a pas, les gars. Ouais, je commençais pas. Attends, je remets dans l'ordre. Et finalement, le dernier club, Paris Saint-Germain. Ouh. Oh, Heinze. Bien joué, Gabriel. Oh non. Et oui, je te l'ai mis pour toi, Max, un Argentin. Mais tu vas pas donner son club argentin. Et oui, bah oui, c'est vrai que. En plus, Ah, la mais question, oui. bah, je pense que tu connais la réponse à la question. Fallait remettre dans Et l'ordre. oui, bah, malheureusement, pour du beurre, vu que Drid. Dreddy a gagné, mais la question, Thomas, quelle équipe entraîne-t-il actuellement, Gabi Heinze? Ah si, je sais. Ah putain, Ah non, c'est, mais le nom il est un peu. Attends, Ah, c'est si, l'ancien si. club de Bielsa en plus. Si, c'est... Ah, mais si. C'est Rimanias. Non, c'est pas ça. 2, Non, c'est pas ça. 1. New Old Boys. C'était, non, Non, le c'est- Vélez- non, mais non. Vélez Sarsfield. Voilà. Eh oui, donc Et voilà, c'est un ancien Gabi club de Heinze. Bielsa. Moi, je crois que c'était C'est- Newell's. Et ouais, Dreddy Non, qui non. remporte pour la deuxième fois le quiz. Voilà, merci. Aurélien, période de disette peut-être à venir pour Aurélien. Je suis dégoûté juste pour Pep Guardiola. Donc voilà, merci à vous de suivre cette émission sur SoundCloud et sur YouTube. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut à tous. Salut. Salut. Second peloton Pavard.